On l'a vu en début de ce journal, le président iranien Massoud Pezeshkian est lui aussi présent en Chine à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Iran et les États-Unis nourrissent une rivalité farouche qui remonte à la révolution islamique. Clément Terme est notre invité. Vous êtes historien, spécialiste du monde iranien à l'université Paul Valéry de Montpellier. Vous publiez ce mois-ci Téhéran-Washington 1972-2025, le grand Satan à l'épreuve de la révolution islamique. Alors, vous démarrez votre ouvrage à la date de la révolution iranienne, en 1979. Ce n'est pas seulement un bouleversement pour les Iraniens, ni même une confrontation entre deux pays. C'est, vous le dites, une révolution qui a participé au changement de l'ordre mondial. Dites-nous de quelle manière ? Alors je dirais que c'était à l'époque une surprise parce que c'était une révolution islamique et même en Iran, la population ne comprenait pas à l'époque majoritairement la signification de cet adjectif qui a été accolé au mot révolution. Et c'était même, du point de vue de ce qu'on savait des religions et de la théologie, même une idée qui était d'apparence paradoxale. Donc on avait cette lecture en Occident qui ne permettait pas de comprendre en fait les événements en Iran. Et au niveau de la politique étrangère, donc de la diplomatie iranienne, il y a eu cette focalisation dès les premiers mois, en novembre 79, avec la prise d'otages des diplomates à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Et cette rupture, si vous voulez, perdure jusqu'à nos jours, et on le voit aujourd'hui encore avec l'intervention américaine contre les installations nucléaires iraniennes au mois de juin, que la rupture n'a pas été surmontée et que tous les rapprochements ont été de courte durée. Et sur le plan de la région, donc du Moyen-Orient, c'est vrai que cette émergence d'une idéologie révolutionnaire pan-islamiste a surpris aussi les autres États de la région et a provoqué des réactions, et dont la première a été la tentative de Saddam Hussein d'envahir l'Iran, donc une guerre de 8 ans. Donc il y a eu des conséquences à la fois à l'intérieur de l'Iran, avec l'émergence d'un régime nouveau qu'on ne connaissait pas dans l'histoire des relations internationales sur le plan politique, avec une idéologie qui traite à la fois des libertés publiques, qui les empêche et qui organise de manière systématique les violations des droits humains et qui s'enquiert aussi de la vie privée des citoyens. Et c'est ça la nouveauté. Et au niveau régional, c'est un régime qui a une ambition d'intervenir dans les affaires internes des autres États, et ça a provoqué, si vous voulez, une restructuration de la géopolitique de la région autour d'une présence accrue des États-Unis. Clément Terme, on a vu cette grande messe organisée par Pékin pour l'Organisation de coopération de Shanghai. De quelle manière l'Iran coexiste avec ces nouvelles puissances qui, elles aussi, veulent incarner cette posture anti-américaine ? Alors la République islamique, avec le Venezuela de Nicolas Maduro, estime qu'elle est à l'avant-garde du nouveau monde qui est né après le début de la guerre d'Ukraine en février 2022, ce qu'ils appellent un monde post-américain, post-occidental, et ils recherchent, si vous voulez, la dédollarisation des échanges commerciaux, la fin de ce qu'ils appellent l'hégémonie américaine. Et c'est vrai, comme ces États, le Venezuela et surtout l'Iran, de la République islamique, sont sous sanction américaine depuis plusieurs décennies maintenant, ils ont cette idée qu'ils sont des précurseurs par rapport, par exemple, à la Russie de Vladimir Poutine, qui subit désormais depuis 2022 les sanctions occidentales. Donc il y a cet axe de la solidarité des sanctionnés, et il y a aussi cette idée finalement qu'il faut organiser un nouvel ordre international, et même s'il n'y a pas d'accord pour un modèle positif, il y a une convergence contre la poursuite de la domination américaine. Et pourquoi les présidents américains, vous l'avez effleuré légèrement tout à l'heure, pourquoi les présidents américains successifs n'ont pas réussi à pacifier leur relation, cette relation avec l'Iran, et pourtant certains ont tenté de le faire ? Ils ont tous tenté de le faire, depuis Ronald Reagan dans les années 80 jusqu'à Donald Trump qui négociait au printemps avant l'intervention militaire israélienne avec la République islamique, d'avoir des échanges et d'explorer des solutions pour normaliser les relations. Mais si vous voulez, la plus haute autorité de l'État en République islamique, le guide suprême, s'oppose à toute
perspective de normalisation et donc il n'y a pas de possibilité de trouver un accord parce qu'en République islamique, c'était seulement les présidents, donc le numéro 2 du régime, qui ont parfois été favorables à ce rapprochement. Et donc, si vous voulez, le caractère fragmenté du régime iranien a fait que, en raison des conflits politiques internes, ce qu'on appelle les luttes entre les factions, ce système autobloquant de la République islamique n'a pas permis de trouver une solution par le haut positive pour régler le contentieux avec les États-Unis, qui pourtant empêche le développement économique du pays et condamne la population à la pauvreté et à une escalade militaire potentielle avec Israël et les États-Unis dans les prochains mois. Clément Terme, vous avez aussi récemment publié un autre ouvrage, cette fois sur les idées reçues, sur l'Iran. Quelle est l'idée reçue la plus tenace ? Alors il y en a plusieurs, mais souvent c'est surtout cette fascination d'un côté pour la civilisation persane et que l'on oppose avec le régime politique médiéval de la République islamique. Donc il y a une confusion qui est faite la majorité du temps en Occident, notamment dans les chancelleries occidentales, entre la République islamique et l'Iran, donc la nation iranienne. Et on le voit notamment sur les débats en France qu'il y a eu sur le changement de nom, puisque l'Iran s'appelait la Perse jusqu'en 1935, et l'Iran depuis 1935. Donc il y a une confusion, si vous voulez, un a priori positif quand il s'agit de la Perse, et négatif quand il s'agit de l'Iran, parce qu'il est associé avec le régime politique contemporain, alors que la société iranienne est très diverse et qu'on ne peut pas réduire, si vous voulez, la situation culturelle ou sociale en Iran à son seul régime politique et à sa propagande en Occident. Est-ce que son isolement est aussi puissant qu'on le pense en Occident? Est-ce que ça aussi, c'est une idée reçue? Alors, la République islamique elle-même a fait le choix de l'isolement. C'est ça, l'idée reçue, c'est que la République islamique serait victime de l'impérialisme américain. C'est plutôt ça l'idée reçue en Occident, alors que c'est un choix idéologique conscient en 1979, avec ce que j'ai appelé tout à l'heure en novembre 1979, la seconde révolution islamique, c'est-à-dire la prise d'otages des diplomates américains. Et depuis, il n'y a pas eu vraiment d'effort profond, si vous voulez, des plus hautes autorités de l'État en République islamique pour régler ce contentieux. Et donc c'est vrai que cet anti-américanisme de la République islamique empêche la réalisation de l'objectif d'avoir des relations de bon voisinage avec les 15 voisins. Alors bien sûr, avec des frontières maritimes et terrestres avec 15 voisins, l'Iran n'est pas complètement isolé. Et il y a des relations transfrontalières et d'un certain côté, oui, la République islamique, avec sa politique de regard vers l'Est, vers la Chine et la Russie, peut survivre, mais au prix d'un véritable développement économique. Et c'est l'échec finalement de l'entrée dans la globalisation dans les années 2000 et le fait que l'Iran n'est pas devenu un pays émergent. On parlait du Japon, du Moyen-Orient dans les années 70. Aujourd'hui, il y a plutôt des références négatives à un État failli. Merci beaucoup Clément Terme d'avoir été notre invité et c'est avec vous qu'on termine ce journal. Très bonne suite de programme à vous tous et merci de votre fidélité.